Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on se rapproche de l'équateur pour partir en Côte d'Ivoire, un petit pays à l'ouest du continent africain. Ce pays, on en a tous déjà entendu parler et on a tous déjà goûté au moins un de ses produits, le cacao. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire est un pays très vert où les conditions sont idéales pour les plantes qui aiment l'eau, comme le cacaotier ou l'anacardier, qui donne naissance aux noix de cajou. La Côte d'Ivoire a aussi été appelée terre d'Eburnie, en référence aux éléphants et à leur ivoire qui abondait à l'époque. Si vous avez déjà touché des vieux pianos, il y a de grandes chances que les touches viennent de là-bas, mais malheureusement à cause du braconnage et des plantations de cacao de malheur, la population d'éléphants est en déclin. J'espère que cette tendance va s'inverser pour venir en aide à ces superbes spécimens. En parlant de superbes spécimens, il y en a un avec moi en ce moment, il s'appelle Jean-Baptiste et lui aussi il a parcouru la Côte d'Ivoire de long en large pendant plus de 1 an. Business développeur dans une entreprise distribuant des panneaux solaires, il a rencontré une foultitude d'Ivoiriens, bu quelques litres de bock accompagnés d'une assiette d'Aloco, le tout en se déhanchant sur Magic System ou Alpha Blondie. Il va nous raconter ce qu'il a vu, goûté, appris entre cacao et éléphant. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Béranger. Aquaba, chez Papa Maman Tout va bien. Merci. Aujourd'hui, tu vas nous raconter la Côte d'Ivoire et ma première question, c'est j'aimerais bien savoir comment c'est d'arriver en Côte d'Ivoire depuis la France. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent, comment on se sent et qu'est-ce qui surprend quand on met les pieds en Côte d'Ivoire pour la première fois? Alors à mon arrivée à l'aéroport d'Abidjan, la première chose qui m'a frappé, c'est les conditions météo. On a un peu l'impression d'arriver dans un hammam parce qu'il fait très humide et très chaud. Et après, ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est, je dirais, le niveau de développement de la ville. Parce qu'on est vraiment dans une très grande ville avec beaucoup de routes, d'immeubles, de banques, de stations-service, de centres commerciaux, etc. J'avais vraiment l'impression d'arriver dans une ville occidentale et pas, en tout cas, l'image que j'avais de l'Afrique à ce moment-là. Parce que toi, tu avais déjà été au Rwanda. Et donc, Ouais. tu avais connu des choses un peu moins développées que ce que tu as vu à Abidjan. Alors, le Rwanda est aussi assez développé, mais effectivement, il y avait moins de gros buildings qu'à Abidjan. Et puis avant, je m'étais aussi baladé un peu au Maroc, donc c'est aussi une autre ambiance. J'avais été beaucoup moins frappé, en tout cas, par la grosse mégalopole comme Abidjan. Et dans les buildings, tu parles de banques et tout, c'est des entreprises que tu connais, qu'on connaît, ou c'est des trucs ivoiriens? Ouais, clairement. Donc à Abidjan, il y a vraiment toutes les boîtes du CAC 40. Donc il y a Total, BNP Paribas, Casino, Auchan. Là, il y a la Fnac, il y a GoSport. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ouais, c'est un peu perturbant quand on arrive. Mais ouais, on peut vraiment vivre à Abidjan comme on vivrait dans une ville européenne. Il y a vraiment un vrai confort de vie, on va dire. Et après, il y a quand même, il faut quand même nuancer la chose. Il y a plusieurs choses qui nous dépaysent quand même à notre arrivée à Abidjan. Donc déjà la météo, j'en ai déjà parlé, mais il y a également plein de marchés à ciel ouvert avec plein de gens habillés avec des habits colorés, des fruits et légumes exotiques, plein d'odeurs et de bruits auxquels on n'est pas forcément habitué en venant de France ou d'Europe. Et toi, Abidjan, tu y as vécu 1 an. Donc Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, parce que en Côte d'Ivoire, la vraie capitale, c'est Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est toi qui me l'as appris, c'est ça la vraie capitale, et la capitale économique, c'est Abidjan. Comment c'est de vivre à Abidjan? Comment c'est dans les rues d'Abidjan? Est-ce qu'on peut faire un plongeon dans cette capitale économique de Côte d'Ivoire? Alors, il y a un célèbre proverbe qui nous dit que Abidjan est doux, qui a été popularisé par le groupe Magic System que vous connaissez sans doute. Et en gros, cette phrase, ce qu'elle veut dire, c'est que à Abidjan, il y a vraiment un univers très festif et joyeux qui règne. Et on s'en rend compte assez vite, puisque on trouve un peu à chaque coin de rue des maquis, des restaurants, des boîtes de nuit. Et plus généralement, on se rend compte que les Ivoiriens, du moins les Ivoiriens de la ville d'Abidjan, sont vraiment un peuple très festif, chaleureux, où il y a beaucoup de camaraderie. Et donc, moi, c'est un peu la première chose à laquelle je pense quand je me remémore Abidjan, c'est vraiment d'être avec mes amis à un maquis, boire une bonne bière de 60 centilitres et déguster un bon poulet braisé ou poisson braisé.
Tu parles de maquis, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est les maquis, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache. Tu passais beaucoup de temps dans ces fameux maquis du coup? Ouais, effectivement. Donc les maquis, on parle pas des lieux de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle vraiment d'un endroit en pleine rue généralement, avec des tables en plastique, des chaises en plastique, des bières à 500 francs CFA, donc moins d'1 euro, de la nourriture typique ivoirienne. Donc beaucoup d'attiéké à locaux, comme tu l'as dit dans l'intro, poisson braisé, poulet braisé, et généralement aussi beaucoup de musique. Souvent trop forte d'ailleurs, mais en tout cas une ambiance très festive et très ivoirienne. Et ouais, moi j'aimais beaucoup aller au maquis. Enfin, on y allait très souvent avec mes amis. Et c'est quoi? C'est au bord de la route, genre juste quelques petites chaises, ou c'est quand même des petits restaurants, des gargotes, des guinguettes françaises avec un intérieur et tout, ou c'est juste 3 chaises avec un vendeur de bière? C'est souvent au bord de la route avec du coup des chaises et des tables. Et autour de ça, du coup, comme il y a un lieu qui s'appelle le maquis, il y a plusieurs commerçants qui viennent, soit des gens qui vendent des bières, soit des gens qui vendent de la nourriture, et qui viennent en fait vendre leurs produits à l'endroit du maquis. Mais c'est pas juste un établissement. En général, il y a peut-être une dizaine de commerçants qui proposent leur service. Ok, donc une bonne ambiance. Une Et très ça, bonne c'est ambiance. après le travail, mais alors comment c'est la journée? Je sais, Abidjan est connu pour ses bouchons. Tu peux nous raconter un peu, si on marche dans les rues avec toi de Abidjan, comment ça ressemble à quoi? Alors à Abidjan, on ne marche pas trop dans les rues. Ok. C'est pas une ville qui est très faite pour les piétons. Alors déjà, il fait très chaud pendant la majeure partie de la journée. Donc moi, j'ai le souvenir, par exemple, quand j'allais au restaurant avec mes collègues au moment de la pause déj, on marchait vraiment à 2 km heure pour éviter de transpirer au maximum. Pourtant, on transpirait quand même. Mais sinon, oui, pour se rendre au bureau le matin ou pour rentrer chez soi le soir, on peut être confronté aux gros embouteillages d'Abidjan. C'est une énorme ville qui est assez mal desservie. Il y a peu de routes par rapport au nombre d'habitants. Et donc du coup, ouais, parfois on a un peu l'impression d'étouffer dans cette grande ville avec tant de voitures et c'est un peu le bordel parfois. Hmm. C'est comment les transports? Peut-être question un peu bête, mais il y a des bus, ils sont tout colorés comme au Sénégal, ou c'est que tout le monde est en taxi, ou tout le monde a sa voiture privée? Alors il y a beaucoup de taxis de couleur orange, donc la couleur un peu typique de la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi des lignes de bus, mais je pense que le truc le plus intéressant à dire, c'est un autre moyen de transport qui s'appelle le Baka. Et en gros, c'est des vieilles camionnettes ou fourgonnettes diesel qui ont été retapées et customisées, on va dire. On retrouve les visages de tous les artistes du pays qui sont peints sur ces camionnettes. Et voilà, on appelle ça les Baka, et ils vont d'un point A à un point B. Les gens le savent, on sait pas trop comment, mais ils le savent. Et du coup, on monte, ça coûte rien du tout, et on peut se déplacer dans Abidjan comme ça. Ok, c'est un taxi partagé en quelque sorte. Un taxi partagé, mais vraiment partagé, quoi. Ok. Genre c'est la taille d'une camionnette, et il peut y avoir jusqu'à peut-être 20 personnes dedans, Ah ouais. 20-30 personnes dedans. On est serré. Et C'est tu ça. parlais de potes avec qui t'es allé dans les maquis. C'est facile de se faire des potes ivoiriens, ou toi c'est qui par exemple tes potes? Ouais, alors les Ivoiriens sont vraiment très chaleureux, c'est super facile d'interagir avec eux. C'est même, je dirais, eux qui cherchent l'interaction avec nous les toubabs quand on se balade à Abidjan. Donc ouais, j'avais pas mal de potes ivoiriens. Euh, J'avais des potes ivoiriens dans Abidjan et aussi un peu hors d'Abidjan. Et ouais, globalement, ils sont super sympas, super accueillants. Et il y a assez peu de fossés culturels en fait. Enfin, je trouve qu'on s'entend quand même bien. C'est peut-être un peu généralisateur, mais je trouve que les Ivoiriens, enfin, ils ont vraiment un sens de la camaraderie. Ils se charrient beaucoup. Et moi, c'est vrai qu'en tant que Français, c'est des valeurs dans lesquelles je me suis pas mal retrouvé. Et donc, typiquement avec mes collègues, ça se passait super bien et on avait de très bonnes relations. Ok, trop cool. Donc après le boulot ou after work, on va au maquis, on prend à Tiéké à Exactement. locaux, on va en reparler après de ce qu'on Souvent mange. après le boulot, parfois même sur la pause déj. Ah ouais? J'avais des collègues qui commandaient Des des petites bières, bières, donc ah ouais. au début j'osais pas, et puis après je me disais bon allez, mettez-moi une bière aussi. Ouais, ah oui, traditionnel. Très Et traditionnel. après l'after work, qu'est-ce qu'on fait la nuit à Abidjan? Ouais, t'as fait d'autres soirées ailleurs qu'Abidjan? Oui, j'imagine au bord de la côte peut-être. Ouais, alors en soirée à Abidjan, il y a donc les maquis déjà, en général ils sont ouverts assez tard, et après il y a beaucoup de boîtes de nuit dans la ville.
Il y en a vraiment partout. Je dirais, si je dois donner la boîte de nuit typique ivoirienne, c'est vraiment du coupé décalé. Encore une fois, dans un trop gros volume, trop fort, avec des gens qui chillent sur des canapes. Ok. Ça danse? Ça danse un peu parfois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes de nuit où les gens sont juste assis et ils essayent de discuter, mais parfois on se comprend pas trop parce que la musique est trop forte. Donc il y a un peu ça. Après, il y a toujours un moment où les gens se chauffent et ils vont tous sur le dance floor et ça danse de manière très caliente, si je puis dire. Et si on veut sortir et si on veut aller, il y a un endroit, des boîtes de nuit, genre la rue des bars ou des choses comme ça, où tous les quartiers, il y a des soirées partout. Alors il y a beaucoup de quartiers à Abidjan, c'est une très grande ville, donc il y a vraiment un peu plusieurs quartiers qui sont quasiment des villes à l'intérieur d'Abidjan. Le quartier dans lequel je dirais il y a le plus d'activités, là où les expats vont le plus, c'est Marcory Zone 4. Il y a beaucoup de restaurants, de boîtes de nuit, mais je pense que la meilleure réponse c'est le quartier vraiment typique abidjanais, donc Yopougon, qui est la plus grosse commune de la ville d'Abidjan. Il y a je crois plus d'1 million de personnes qui vivent dans ce quartier. Et c'est vraiment le quartier le plus ivoirien de tous. Il y a quasiment que des Ivoiriens, très peu d'étrangers. Et c'est le quartier de la rue Princesse, donc qui est une rue un peu mythique, qui dormait jamais. Il y avait des bars partout, des maquis. Ça a un peu réduit apparemment parce que ça a été régulé. Mais enfin, Yopougon reste le quartier de la fête, des maquis. Et si on veut vraiment vivre l'expérience abidjanaise, il faut aller à Yopougon. Ok. Et Yopougon, il y a une BD, non, Awa de Yopougon ou Aya de Yopougon. Comment ça s'appelle? Aya de Yopougon. Aya de Yopougon, donc c'est une BD en plusieurs tomes et aussi un dessin animé, je crois. Ouais. C'est à mourir de rire, c'est trop marrant les façons de parler, l'histoire qu'il y a derrière. Donc je vous conseille ça. On parlera musique après, mais en termes de culture littéraire, je vous conseille la BD. Et tu as parlé aussi de chaleur. Comment c'est la chaleur à Abidjan? Genre j'ai vu que il pleut plus en 10 jours au mois de juin qu'en un an entier en Mauritanie. Donc j'imagine qu'il y a de l'eau tout le temps en fait. Comment c'est la pluie et la chaleur à Abidjan? Comment on vit en fait avec ces conditions? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne parfois les gens qui connaissent pas et qui s'imaginent l'Afrique comme un climat désertique ou un climat de savane. La Côte d'Ivoire, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un pays tropical qui est vraiment vert. On se rend compte dès que l'homme laisse un peu de place à la nature, les arbres poussent en un mois, super vite. C'est vraiment luxuriant. Quand la nature a de la place. Il pleut tout le temps. On en reparlera. Mais oui, il pleut toute l'année, plus ou moins. Alors il y a quand même une saison sèche, même si en ce moment, avec le dérèglement climatique, les saisons, on y comprend plus grand chose. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui me disaient que il y a plus vraiment de saison pour reprendre cette célèbre expression. Et comment on s'adapte dans la vie il faut s'organiser par rapport à la pluie? Alors ouais, parfois on a des rendez-vous de travail ou autre à une heure donnée et il se met à pleuvoir, donc en gros c'est comme si la ville se mettait en pause pendant 1 heure ou 2 et après on retourne faire nos activités. Et on dit désolé, il y avait la pluie, donc j'ai 2 heures de retard, mais c'est normal parce que tout le monde a 2 heures de retard. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il y a les Sénoufos, les Malinké, les Baoulés, les Yakuba, les Bété, les Ani, les Gorou, les Diola, et j'en passe beaucoup, donc au moins 50 quoi. Et apparemment ils ont tous leur dialecte. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup en termes de culture, mais aussi en termes de vie au quotidien? Tout le monde parle une langue différente et personne ne peut communiquer, ou ça veut dire quoi 60 ethnies dans un même pays? Ouais, alors comme beaucoup de pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire est peuplée de plein d'ethnies différentes. En réalité, les gens cohabitent très bien entre eux. Il y a même eu beaucoup de métissage entre les ethnies. Donc les ethnies aujourd'hui, c'est plus, à Abidjan en tout cas, c'est plus quelque chose qui relève du folklore que d'une vraie appartenance à un groupe séparé, quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des ethnies qu'on retrouve dans certaines régions et pas dans d'autres régions. Tu parlais des Sénoufos, donc les Sénoufos, c'est, je pense, l'ethnie peut-être qui m'a le plus dépaysé, parce que c'est une ethnie du coup qui vit au nord du pays, à la frontière du Burkina et du Mali, et ils ont en gros une culture qui est un mix entre de l'islam, un peu de christianisme aussi, ça je suis pas sûr, mais surtout de l'islam et aussi beaucoup d'animisme toujours.
Donc ouais, quand j'ai fait un voyage au nord de la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé dans des villages à voir des rites initiatiques de jeunes qui doivent aller dans le bois sacré pendant plusieurs jours pour apprendre, enfin voilà, les secrets de leur culture. Ouais, avec des cases sacrées, des chamans, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Mhm. Ça, c'était vraiment ouais, c'est des moments où on se dit, ok, là, je suis vraiment loin de chez moi. Ouais. Et ouais, c'était vraiment chouette. Et à Abidjan, tout le monde a un peu son ethnie, tout le monde sait l'ethnie de laquelle il vient. Ouais, il y a un peu ça. C'est surtout utilisé au quotidien pour charrier les autres. Il y a Ok. vraiment ce côté-là où un BT va charrier un baoulé parce qu'ils attribuent certains types de caractères à l'une ethnie ou à l'autre. Donc ça relève plus de la blague que d'autres choses aujourd'hui. Ok. Même si, à nuancer quand même, parce que c'est vrai que politiquement, il y a quand même des oppositions politiques toujours qui vont favoriser leur ethnie plus qu'autre chose, et du coup ça crée polémique à l'échelon politique. Mais je dirais que dans la société, tout le monde cohabite dans la joie et la bonne humeur, et c'est plus de la blague qu'autre chose. Ok, mais ça existe en politique qu'il y ait des ethnies favorisées par certaines lois ou quoi, parce qu'ils sont d'une ethnie? Je dirais pas par certaines lois, du moins pas officiellement, mais c'est vrai que bah, typiquement les deux derniers opposants politiques historiques de la Côte d'Ivoire viennent de deux ethnies différentes, et il y a plein d'histoires et de rumeurs sur le fait que un président d'une ethnie va favoriser son ethnie pour les postes clés, les ministres et tout. Donc il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Bon, après moi je suis pas un spécialiste, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, il y a ces petites polémiques. Ok. Et à Abidjan, enfin même en général, ils peuvent communiquer entre eux ou chacun a son langage différent? Alors il y a plein de langues différentes, mais donc la langue principale, hormis le français, c'est le Dioula. Et après, je sais pas s'il faut dire malheureusement, mais la langue qui a fait pont entre toutes les ethnies depuis longtemps, c'est devenu le français. Et Mhm. aujourd'hui, du coup, les Ivoiriens, même entre eux, parlent français. Ok. Tout le monde Tous parle les français. jours, tout le monde parle français quasiment, sauf peut-être dans des endroits vraiment reculés au nord ou à l'ouest du pays, ouais. Mais à Abidjan, tout le monde parle français. Ok. Ce qui est pas forcément le cas dans d'autres pays africains, par exemple, comme le Sénégal, où les gens parlent pas forcément super Ouais. bien français. Ça marche. Et au niveau des voisins, parce qu'on a parlé des ethnies de la Côte d'Ivoire, mais au niveau des voisins, c'est assez riche aussi, parce qu'on a le Mali, le Burkina Faso, le Sierra Leone et le Libéria, je crois que j'en oublie pas, qui habitent tout autour. Il y a eu beaucoup de problèmes politiques avec ces pays, même il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est politiquement stable, la Côte d'Ivoire et les frontières? Est-ce qu'on peut aller partout où on veut dans le pays, ou est-ce qu'il y a même des périodes où il faut éviter? Est-ce que c'est safe la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est safe. Il y a quand même eu une crise politique qui a quasiment dégénéré en guerre civile aux alentours de l'année 2010. Et il y avait eu un gros attentat aussi en 2016. Donc ça, c'est un peu les derniers éléments qui font que parfois dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays violent ou qui craint. Mais non, aujourd'hui, depuis plus de quasiment, enfin ouais, depuis maintenant quasiment 10 ans, la Côte d'Ivoire est super safe, super calme. Faut juste peut-être éviter les frontières, notamment avec le Burkina en ce moment, parce que il y a bah ouais l'influence des groupes djihadistes qui passent la frontière assez facilement. C'est une vraie Donc frontière, genre avec non, tout le monde peut passer, c'est un gruyère. c'est une forêt. C'est pas vraiment une forêt, c'est plus enfin c'est de la savane à cet endroit-là. Ok, ouais, C'est un pas peu une plus vraie aride, frontière quoi, marquée. mais la frontière est pas bien marquée. Et Mali, pareil, c'est pas la folie non plus. On peut aller partout, ou genre peut-être 50 km de la frontière, faut éviter. C'est quoi le Je plus suis jamais proche? allé dans ces zones-là, c'est très reculé en vrai. Ouais, c'est Donc compliqué d'y aller même si on veut. ouais, même si tu veux y aller, c'est compliqué. Ok. Après par contre frontière Libéria et Guinée, J'ai c'est oublié Guinée. déconseillé de vraiment aller sur la frontière, mais il y a pas mal de gens qui vont. Par exemple, à la frontière entre le point frontalier entre la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire, il y a le mont Nimba qui est le point culminant de la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de touristes qui vont gravir le mont Nimba. Apparemment, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment là pour le coup, c'est une nature préservée, bien verte, et c'est chouette. Ouais. Et ça, aucun problème. Et
pas de problème que je sache en tout cas. Ok, très bien. Enfin, j'ai des amis qui l'ont fait, donc. Tu as embrayé sur le tourisme et ça tombe bien. On a envie de voyager et si on a envie de venir te voir, qu'est-ce qu'on fait? Bon, du coup là tu es au Sénégal, mais si on avait envie de venir te voir en Côte d'Ivoire ou si on veut visiter la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour découvrir des endroits magnifiques? Qu'est-ce que tu recommanderais en termes de tourisme? Alors en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de superbes endroits. Malheureusement, la plupart des meilleurs endroits, selon moi, sont super loin d'Abidjan. Donc, on peut déjà parler du tourisme facile entre guillemets, qui est vraiment la côte frontalière d'Abidjan. Donc, il y a vers l'est, c'est Assini, Grand Bassam, tout ça. Donc, c'est très sympa, mais bon, ça fait très station balnéaire. Par contre, après, si on va, soit dans le nord du pays, dans le pays Sénoufo, comme je disais tout à l'heure, là, on en prend plein les yeux. C'est vraiment chouette. Et aussi à l'extrême ouest du pays, là où il y a le mont Nimba et aussi une ville qui s'appelle Man avec beaucoup de montagnes. Là, ouais, on a vraiment des randonnées, des balades au milieu de la jungle, vraiment luxuriantes. Et voilà, donc ouais, dans cette région-là, c'est vraiment magnifique. Okay. Et après, sinon, la côte de la Côte d'Ivoire est vraiment belle. En fait, j'ai envie de dire, plus on s'éloigne d'Abidjan vers l'ouest, plus on se retrouve sur des plages paradisiaques où il y a personne, plages de cocotiers, où la nature a gardé ses droits, on va dire. Donc il y a Sassandra, San Pedro, Grand Bérébi. Et ça, c'est différent de la côte est, du coup? C'est plus sauvage? C'est plus sauvage, ouais. C'est plus sauvage et il y a moins de monde. Et il y a aussi un peu de relief parfois, donc ça rend le truc vraiment magnifique. Donc pour avoir une vision un peu géographique, la Côte d'Ivoire, c'est comme un rectangle et Abidjan, c'est plus côté est. Et il y a beaucoup de place à l'ouest. Et il y a beaucoup de place à l'ouest et la route, à l'heure où je parle, en 2023, est encore éclatée pour aller vers San Pedro. Du coup, il doit y avoir peut-être 300 kilomètres, mais on prend facilement 10 heures pour y aller. Ok. Et ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Et pour aller à l'extrême nord et pour aller aussi à la frontière guinéenne, c'est loin aussi? C'est pareil, c'est environ une journée de travail. Il faut compter une journée de transport, de trajet. Faut compter une dizaine d'heures pour aller à Korogo, du coup la ville du nord, ou à Man, qui est la ville de l'ouest. Okay. Enfin, la ville de l'ouest, il y en a plusieurs. Mais... Et là, on peut s'amuser. Il me semble que tu avais une petite histoire rigolote avec un avion qui aspergeait, quand tu étais en vacances, en vélo, en moto, un avion qui aspergeait les bananiers Ouais, alors ça c'est... C'était quoi ce truc? C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est un des côtés négatifs de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays qui est très exploité pour ses ressources agricoles surtout. Donc on a la culture de bananes et de cacao comme tu disais, mais il y a aussi beaucoup le caoutchouc, les noix de cajou, l'huile de palme beaucoup aussi. Et dès qu'on sort d'Abidjan, il y a vraiment plusieurs centaines de kilomètres où on est sur des plantations d'huile de palme par exemple ou de bananes qui sont vraiment gigantesques. Et donc écologiquement c'est vraiment assez atroce. C'est vraiment de la monoculture d'huile de palme qui va défoncer les sols ça m'a fait un peu froid dans le dos quand j'avais vu ça pour la première fois. Et donc oui, petite anecdote, je me baladais en moto dans un champ de bananes avec des amis et on avait vu un canadair passer au-dessus de nos têtes qui larguait ce qu'on pensait être de l'eau. On se disait mince, il y a un incendie ou je sais pas quoi. Et en fait non, c'était des pesticides. Et donc j'avais trouvé ça assez badass de se dire que on arrose, pendant qu'il y a des gens qui font leur potager en permaculture, il y a d'autres gens qui arrosent leur plantation de bananes au Canadair. Et malgré ça, malgré les cultures, genre il y a des endroits très naturels, même avec très très peu de tourisme et bon. Alors faut aller les chercher. C'est ce que je disais un peu en fait, pour trouver ces endroits-là qui sont très préservés. Faut vraiment faire une journée de trajet pour aller à l'extrême ouest ou au nord du pays. Où là il y a vraiment de beaux endroits. Il y en a aussi pas loin d'Abidjan, mais c'est quand même beaucoup de culture à la plantation. Ok, mais il reste des endroits un peu sauvages. Il reste des endroits. Ok. Il y a le parc du Tailly, donc qui est une forêt, je sais pas si c'est une forêt vierge, mais en tout cas c'est un parc qui a vraiment bien été préservé, où on trouve des éléphants nains, plein d'espèces de singes, d'oiseaux et tout. Donc ouais, non, là-bas c'est magnifique. Et question idiote, mais il y a des éléphants encore en Côte d'Ivoire? Il y a pas beaucoup d'éléphants. Ok, mais il en reste. Il en reste quelques-uns. Donc il y a les éléphants nains de forêt qui sont typiques du climat ivoirien.
Donc ça, il y en a quelques-uns apparemment dans le parc de Tailly et peut-être quelques autres qui se baladent dans le pays, mais pas beaucoup. Et sinon, il y a aussi une autre anecdote. Un jour, j'étais allé dans un village pour visiter des clients pour mon entreprise. Et j'étais arrivé le lendemain d'une attaque d'éléphants. Donc il y avait des éléphants qui avaient ravagé plein de cultures d'igname parce qu'ils aiment beaucoup l'igname. C'est des bonbons pour eux. Et oui, et apparemment c'était pas des éléphants de forêt, c'était des éléphants de savane qui avaient été importés d'un autre pays à l'époque de Houphouët-Boigny quand il avait fait une réserve naturelle. Donc cette réserve naturelle depuis elle a été abandonnée, elle a été plus ou moins sabotée par les villageois qui étaient pas contents. Et du coup, les éléphants se baladent dans la nature à l'heure actuelle. Et quand ils attaquent un village, c'est terrible pour les fermiers parce qu'ils perdent toute une récolte d'un seul coup. Un éléphant, c'est comme une pelleteuse, quoi. Ouais, et j'aimerais aussi que tu nous racontes Yamoussoukro, parce que tu m'as raconté que tu y as été, et à Yamoussoukro, il y a la plus grande église catholique d'Afrique et presque la plus grande église catholique du monde. Donc c'est la plus haute église à coupole du monde. L'église est plus grande que celle du Vatican. Donc c'est énorme. Raconte-nous Yamoussoukro, genre à quoi ça ressemble comme capitale. Alors ouais, Yamoussoukro, si vous allez en Côte d'Ivoire, il faut y aller quand même pour le détour, pour voir ce truc. Donc c'est vraiment on a vraiment l'impression d'être dans le rêve de quelqu'un. Donc c'était à l'époque de Félix Houphouët-Boigny qui était le premier président de la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Qui en gros a décidé de faire de son village natal, donc Yamoussoukro, une capitale de la Côte d'Ivoire. Et donc quand on se balade dans les rues de Yamoussoukro, on a vraiment l'impression d'être dans l'imagination de quelqu'un qui a voulu reconstruire Paris en plein milieu de la Côte d'Ivoire. Et donc il y a plusieurs énormes édifices qui ont été construits. Il y a un énorme parlement aussi qui a été fait, mais qui est désert parce que en fait tous les ministres et toutes les décisions se prennent à Abidjan. Et le plus grand édifice, comme tu l'as dit, c'est la basilique Notre-Dame de la Paix, je crois, à Yamoussoukro, qui est vraiment dingue, quoi. Enfin, on voit des gens qui qui vendent 2-3 mangues ou tu sais, qui vivent avec quasiment rien dans le village, et après on fait 100 mètres et on se retrouve devant le plus grand édifice religieux chrétien du monde. Donc c'est assez bluffant. Et Abidjan, donc on revient sur nos pas. Abidjan, c'est surnommé la perle des lagunes parce que c'est au milieu d'une lagune. Ouais. C'est cool la lagune, on peut se baigner et tout, on peut faire du bateau ou C'est pas très cool la lagune. Non, c'est pas cool. La lagune fait un peu office d'égout quand même de la ville, donc on s'y baigne assez peu. Bon, ça m'est déjà arrivé de me baigner dans quelques endroits qui sont un peu plus préservés entre guillemets, enfin du moins. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de déchets, mais bon, l'eau doit pas être super propre. Ouais. Au niveau de l'île Boulet par là-bas. Donc ouais, non, la lagune, on s'y baigne pas. Et du coup, en fait, c'est ça un peu aussi le défaut d'Abidjan, c'est que c'est pas une ville vraiment côtière. Il y a pas la plage juste à côté. Il y a juste cette lagune où on n'a pas envie du tout de se baigner. Et après, pour aller sur la plage, il faut faire quelques heures de voiture. Ah ouais, Abidjan, la plage, elle est ouais, à non, en une heure, on arrive sur les belles plages, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, maintenant qu'on a parlé tourisme, d'un moment incroyable, une aventure exceptionnelle que t'as passée en Côte d'Ivoire? Alors, comme aventure exceptionnelle, je pense que je vais parler de là où habite un de mes meilleurs amis de Côte d'Ivoire. Donc c'est le lac Bacré, qui est juste à côté d'Abidjan. Il est entre la lagune d'Abidjan et la mer, en fait, sur cette petite bande de sable de genre quelques kilomètres. Il y a un lac à cet endroit-là. Le lac Bacré? Le lac Bacré, ouais. Ok. Et il y a mon ami Tino, ou plutôt Valentino, qui vit là-bas, au bord du lac. Et en gros, c'est un rasta qui a créé ce lieu où on peut aller faire la fête, bivouaquer, passer du bon temps. Et donc je suis allé beaucoup au lac Bacré chez Valentino pour quand j'avais envie de sortir de la grosse ville d'Abidjan. En plus c'est assez accessible, en 1 heure de transport on y est. En fait il faut traverser le port d'Abidjan avec un bateau. Du coup, comme il n'y a pas de pont directement qui mène là-bas, ça reste assez sauvage et on se retrouve au village sous les cocotiers. Enfin,
c'est la belle vie à l'abidjanaise, quoi. Ok, on peut passer le week-end tranquille avec Tino. C'est vraiment chouette. Ouais. Faut aller voir Tino. Super, on ira voir Tino alors. La Côte d'Ivoire, c'est aussi le pays du cacao et du café. J'imagine que le cacao, le chocolat était le plus exceptionnel du monde là-bas. Alors pas du tout. En fait, très malheureusement, la plupart du cacao qui est exploité en Côte d'Ivoire, il finit dans les tablettes Milka ou Lindt qu'on trouve au Super U en Europe et partout d'ailleurs. En fait, il y a assez peu de cacao qui est vraiment qui reste dans la filière locale. Donc il y a quelques marques quand même qui se sont développées. J'ai plus les noms en tête. Il y avait Et le cacao part directement dans les entreprises en Europe ou aux États-Unis? Ouais, je crois. Alors ouais, c'est pour ça que quand si vous faites vos courses dans un supermarché à Abidjan, essayez de demander au caissier quelles sont les marques vraiment locales qui ont été développées par des Ivoiriens pour les Ivoiriens. C'est quand même mieux que d'acheter un cacao du cacao Milka, quoi. Ouais. On va dire. Et t'as parlé un petit peu d'Atieke, d'Aloko. Alors j'aimerais bien revenir dessus parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? C'est quoi les aliments principaux en Côte d'Ivoire? Alors la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un génocide de poulet. On mange beaucoup de poulet matin, midi et soir. Vraiment? Bon, pas vraiment le matin, un peu moins. Mais ça m'est déjà arrivé de voir des collègues manger du poulet le matin. Ouais. Ah ouais. Non, mais plus sérieusement, ouais, le poulet braisé, c'est vraiment un plat typique ivoirien. Et quand il est bien fait, c'est vraiment un régal au maquis de se prendre son petit poulet braisé avec de la tiéké ou de la loco. C'est vraiment chouette. Il y a le poulet, il y a plein de sortes de poulet. Il y a le poulet yassa qui vient un peu plus du Sénégal. Ouais, poulet braisé, poulet moutarde, toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et donc voilà, il y a aussi le garba, qui est un thon frit, qui se sert aussi avec de la tiéké. Et ça par contre c'est un plat du matin en général. Okay. Donc ouais, c'est sympa. C'est toi qui me disais non qu'il y a plus de poulets ou de poussins que d'habitants en Côte d'Ivoire? Ouais, quelque chose comme ça. J'avais regardé la stat. Il y a vraiment plusieurs dizaines de millions de poulets en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est les plats. En sachant que chaque poulet a une espérance de vie de environ 45 jours ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont élevés pour ça, quoi. Ça, c'est les plats principaux. Et est-ce que tu peux nous raconter en accompagnement ce que c'est le latiéké et la loco dont on a parlé au tout début? Alors l'atiéké, c'est une semoule de manioc fermentée qui est assez unique, qui a un goût assez particulier, mais qui est vraiment super bonne. Et aloko, c'est des bananes plantains frites qui ont un petit goût sucré. Ça fait un peu comme des frites de patates douces, mais en un peu plus gras et un peu plus sucré, je dirais. Ok, c'est surtout ça qu'on va prendre en accompagnement. Ouais, c'est vraiment les deux choses qu'on prend toujours, atiéké et aloko. Très bien. Bah, en tout cas, moi, ça me donne envie. Est-ce que si on veut continuer un petit peu notre aventure de la Côte d'Ivoire, tu peux nous partager des musiques ou des artistes qui, toi, te font penser à la Côte d'Ivoire et qui t'ont fait vibrer en Côte d'Ivoire? Alors, il y a plusieurs styles de musicaux vraiment importants en Côte d'Ivoire. Donc déjà, il y a le zouglou. Donc typiquement Magic System, c'est du zouglou, et il y a plein d'autres artistes aussi qui sont très célèbres. Aujourd'hui, le style qui est le plus écouté en Côte d'Ivoire, c'est plutôt le coupé-décalé et aussi un peu d'afrobeat. Mais moi, le style qui m'a le plus marqué personnellement, ça a été le reggae, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un des pays où il y a eu beaucoup de pontes du reggae. Il y a eu bien sûr Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Ismaël Isaac, tout ça. Et ouais, mon année en Côte d'Ivoire, j'avais très souvent du reggae dans les oreilles. Et donc j'étais allé voir Tiken Jah Fakoly en concert à Abidjan, et c'était, je pense, dans mon top 5 des meilleurs souvenirs de Côte d'Ivoire. Ok, super. Il était chez lui. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote que seules les personnes qui ont habité en Côte d'Ivoire peuvent connaître? Alors comme anecdote, on peut dire que la majeure partie des gens en Côte d'Ivoire sont chaussés de léké. Okay. Donc ils sont des petites chaussures en caoutchouc blanc qui coûtent 1000 francs ou 500 francs, enfin qui coûtent vraiment rien. Au moins de 2 euros. Et donc c'est à la fois la chaussure de rando, la chaussure de sécurité, la chaussure aussi la tongue de Côte d'Ivoire. Tout le monde a des lékés dans la rue, enfin tout le monde. C'est quoi? C'est des sandales, c'est ça? C'est comme des sandales en caoutchouc. Je sais pas le mot français, je crois que j'ai souvent entendu méduse.
Ok. si ça vous parle. Mais en gros, c'est des chaussures semi-ouvertes faites en caoutchouc qui coûtent rien du tout et qui sont quand même assez pratiques pour marcher dans la rue ou même pour faire du foot. Il y a beaucoup de gens qui jouent au foot avec des léquets. Est-ce que l'équivalent au Sénégal, c'est le tic-tic, c'est ça? Ouais, le tic-tic, c'est ça. Alors, par rapport au tic-tic, vous pouvez aller voir sur YouTube une vidéo de Giz Boubès. C'est un artiste sénégalais. Il a fait une musique qui s'appelle Tic-Tic. Et donc, si vous voyez pas ce que c'est des tic-tic, vous pouvez aller voir la musique Tic-Tic de Giz Boubès. Bon, JB, j'ai l'impression, en Côte d'Ivoire, papa, maman, tout va bien. Papa, maman, tout va bien. Merci, JB. Merci, Béranger. Bon, grâce à JB, on a pu découvrir la Côte d'Ivoire, on a pu découvrir un petit peu les endroits touristiques, un petit peu l'ambiance qu'on peut y trouver. Personnellement, ça m'a donné envie, j'ai envie de prendre des poulets braisés avec de l'attiéké et puis des alocos avec une bonne bière dans un maquis. Ça me donne vraiment envie. Si vous aussi ça vous a donné envie, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube, un peu partout. N'hésitez pas à nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.